Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une émission, émission d'interview comme on le fait régulièrement. Alors on commencera avec un responsable politique maintenant. Eh oui, responsable politique, ancien entrepreneur. Bruno Bonnell sera avec nous, secrétaire général pour l'investissement. La question, a-t-il été digéré par le système ? Un gros morceau en même temps à digérer, Bruno Bonnell, mais le système a aussi une capacité de digestion qu'on n'imagine pas. Ensuite, deux entrepreneurs formidables. D'abord, vous le connaissez si vous nous suivez régulièrement, Jean-Charles Samuelian, le patron d'Alan. Il fait évoluer le travail autour de sa mutuelle Alan. Il viendra, alors là, sa dernière idée, c'est un baromètre du sens au travail. On parlera de ça ensemble. Et puis Thibaut Jarousse, vous le connaissez peut-être pas, Thibaut Jarousse. Thibaut Jarousse, ça fait partie de ces entrepreneurs qui ont débarqué un jour avec un truc, il y a quelques années. Et dans ma tête, je disais, mais aucune chance, mon pote. Bah, tu parles. On dit maintenant, c'est la wine tech. C'est dans le domaine du vin. Vous allez voir. Passionnant. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, Bruno Bonnell, salut Bruno. Bonjour. Alors, il a plus de voix, Bruno. Et pourquoi est-ce qu'il a plus de voix ? Allez voir, allez sur le compte Twitter de Bruno Bonnell. Vous vous baladez et tout. Bruno, c'est des trucs de ministre. Je te vois faire des discours. Alors, c'est super intéressant, mais j'ai regardé là sur... donc, on a l'agroécologie, tu félicites les filières industrielles du Doubs, et puis après, tu félicites les filières industrielles de Bourgogne ou de Franche-Comté, et puis après, tu fais... France 2030 ne se fera pas sans les territoires. Voilà. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'on attendait, tu comprends. Quand je dis est-ce qu'il a été digéré par le système, mais ça, c'est le système, ça. Non, ça, c'est la France. C'est les territoires. C'est là où on doit aller, forcément, pour voir ce qui se passe sur le terrain. Parce que toi, tu es quasiment le seul à continuer, depuis que je te connais, à toujours dire il y a une France qui gagne, il y a une France qui avance, il y a une France qui a du talent. Mais regarde ce qu'on lit dans les journaux. Regarde le détournement, justement, souvent médiatique, de montrer la partie vide du verre. Moi, je regarde la partie pleine. Et je la vois dans les territoires. Je vois des entreprises dans le Cantal. Mais c'est pas ton... Bruno, c'est pas ton job. Il y a une ministre de l'Industrie, il y a deux ministres de la transition écologique, il y a un ministre de l'Économie, il y a une ministre des PME. Enfin, bon Dieu, c'est ça que je comprends pas. C'est un travail d'équipe dans lequel le secrétariat général dont je m'occupe, en charge de France 2030, apporte des moyens à ces gens-là. Donc quand ils sont là, moi mon job c'est éveiller, élever, révéler les potentiels français avec les moyens qu'on m'a donnés. Donc ça veut dire évidemment que ça ne rentre pas, c'est pas hors cadre politique, c'est pas du tout une mission politique, mais ça veut pousser cette idée que la France peut rebondir. Donc on n'a pas un discours qui est plat, qui est juste techno ou technique, en disant bah oui, c'est quoi votre bilan d'exploitation, combien vous avez gagné, bah c'est bien, c'est pas bien. C'est l'inverse, c'est l'impact qui nous intéresse, c'est comment on va réveiller tout ce... Non mais je t'entends, et puis j'ai un immense respect pour toi, mais je suis absolument pas convaincu en fait. Franchement, moi je te pensais dans les laboratoires, je te pensais auprès des entrepreneurs, mais tu fais pas que ça, puisque je te vois au milieu des sénateurs, des gens, voilà, c'est très bien. Commis agricole et tout. Mais parce que les territoires, c'est le double. Quand je pars, prenons l'exemple. Ça veut rien dire, les territoires, on est d'accord. Prenons l'exemple de la semaine dernière. J'ai été à Dijon et à Besançon. J'ai visité les installations de l'INSERM sur l'agriculture du futur. J'ai visité Femto, que d'ailleurs je t'invite à vraiment inviter un jour, un laboratoire d'exception à Besançon qui travaille sur la micromécanique. J'ai visité des centres de formation justement aux microtechnologies aussi à Besançon. Je suis la plupart du temps au contact du terrain. Et après il y a des discours plus généraux. Alors c'est peut-être l'écume. C'est l'écume, mais ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, ça te prend... Mais non. T'as 54 milliards quand même à gérer, c'est ça, c'est 54 milliards. 54 milliards. Mais ceci dit, ça prend pas que... C'est essentiel que j'aille au contact de ces gens-là. Pourquoi dire ça prend du temps ? Parce que ce que j'ai fait en Bourgogne-Franche-Comté... Parce que tu fais de la représentation. Mais absolument pas. T'es pas dans le laboratoire à discuter avec le gars comme tu rêverais de le faire, plus j'en suis sûr. Loin des caméras, on n'en a pas besoin de tout ça. Quand je suis dans les labos, il n'y a pas de caméra. J'interroge les gens précisément. Ce labo dont je te parle,
parle, il est associé par exemple à un labo de microbiologie où on est en train d'inventer les médicaments du futur, la bioproduction des médicaments anti-cancer du futur, qui associe des micro-robots et des triages de cellules, des trucs de dingue. Et ben moi, c'est ces trucs de dingue que je vais voir. Alors, rentrons dans... tu as... Alors, parce que c'est génial pour ça, Twitter. Donc, tu as mis en avant une boîte, j'ai été regarder ça, qui s'appelle Iten, c'est ça? Oui, bien sûr. Première micro-batterie. Oui, oui. Le truc a l'air assez génial. L'idée, c'est effectivement des micro-batteries intégrées dans les objets connectés, c'est ça l'idée, voilà, hein, mais qui remplacent les piles-boutons, etc. Voilà, enfin, voilà. Mais qui sont grosses comme une tête d'épingle. Qui sont grosses comme une tête d'épingle, c'est ça. Ça, c'est extraordinaire. Bon, qui peuvent s'injecter absolument partout. Très bon exemple, Iten. Je les ai rencontrés il y a 2 ans et demi. J'étais pas encore en poste. Je les ai rencontrés, on me les a présentés. J'ai dit, c'est formidable, votre technologie, il faut vous aider. Eh bien, aujourd'hui, j'ai les moyens de les aider. On les a d'abord aidés en subvention pour qu'ils commencent à décoller. Là, ils lèvent 80 millions d'euros, dans lesquels SPI, qui est un des fonds gérés par la BPI, pour nous, va investir. Et là, on leur donne les moyens de décoller. Oui. Ils passent d'un stade de labo, où je les ai rencontrés il y a 2 ans et demi, à un stade d'entreprise qui risque de révolutionner justement les piles-boutons. Ah oui, et puis génial. Ce qui est absolument super, c'est que il y a Seb dans l'histoire. Alors, il y a évidemment Seb. Et ça, voilà, il y a un industriel en plus qui a tout de suite compris. Donc, un petit électroménager Seb, l'idée de micro-batterie, rechargeable, durée de vie très très longue, etc. Exactement. Ok. Là, c'est sur des technologies, des nanotechnologies qui ont été développées par des laboratoires que aussi France 2030 a financé. Il a fallu demander l'autorisation à combien de personnes pour faire cet investissement, Bruno? Me dis pas, j'ai demandé à personne. Non, BPI doit valider? Non. Bercy doit valider? Non, le process est beaucoup plus simple que ça. On fait des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets. Par exemple, là, il y en avait un sur l'énergie. Les gens proposent des idées. Les territoires proposent des idées. Ça, c'est quand même une grande idée de France 2030. C'est plus la France qui est en train d'imposer les idées. On essaie de les faire monter par le bas. Là, il y a des jurys internationaux généralement, et des jurys d'experts qui disent ce projet vaut le coup, ce projet, on pense qu'il n'est pas au niveau. C'est important parce que France 2030, c'est une compétition, c'est de l'excellence. Donc on cherche le meilleur. Et une fois que ces jurys ont tamponné... Combien de temps? Entre, on va de 6 semaines à 2 mois. C'est pas mal. Si vite que ça? Mais oui, si vite que ça. C'est pour ça que quand j'entends dire que ça va pas assez vite... Ah oui, là, tu me surprends là. Je suis très effectivement, 6 semaines, 2 mois, il n'y a rien à dire. On met en général, entre le moment où l'appel d'offres est émis et les premiers lauréats peuvent être choisis, oui, on va dire, ça dépend des accélérations, mais de 6 semaines à 2 mois. En tout cas, c'est l'objectif que j'ai posé pour la plupart. Dans le temps, il y a eu des choses qui étaient plus longues parce que c'est des plus gros moyens, sur des projets plus lourds, sur lesquels il fait une contre-expertise. Écoute, quand on donne 500 ou 600 millions à certaines boîtes, on peut quand même prendre 2 mois de plus. Faut revenir mais non, enfin bon, ça après, c'est une discussion, je suis d'accord avec toi. Non, si tu veux faire la DARPA, parce que c'est ça le modèle. Non, pas du tout, justement. Alors vas-y, dis-moi. DARPA, vous savez, l'agence américaine de l'innovation, justement, qui prend des paris et qui décide d'aller très vite avec beaucoup d'argent. Et tant pis si on se prend le mur de temps en temps. Mais ça, on l'a aussi. Mais c'est inclus dans France 2030. Ça s'appelle les fonds de rupture. Il y en a pour 5 milliards sur les 54. On est exactement dans ce modèle. Mais 5 milliards que tu vas essaimer. Non, mais attends, et comment on fait la DARPA? Attends, ça me fait rire, on me dit, faut faire comme la DARPA, mais il faut pas faire comme la DARPA. Je n'essaime pas du tout. S'il faut mettre... Non, elle peut mettre 5 milliards dans un projet, c'est ça la différence. Pas vraiment. Généralement, la DARPA, elle commence par mettre quelques millions pour valider le projet. Ça prend déjà un certain temps. Et là, elle voit si le projet va à certains milestones et elle peut décider de continuer ou pas. Il ne faut pas croire que la DARPA met des centaines de millions au départ. Ceux qui mettent des centaines de millions au départ, je vais dire, c'est une structure très particulière aux États-Unis, c'est les venture capitalistes. Bon, ça, malheureusement, on n'a pas le terreau en France pour faire ça. Donc, je mets de côté ces 5 milliards de rupture. Les autres, ce sont des thèmes beaucoup plus génériques, qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt, et dans lesquels, par exemple, il y en a un en ce moment, qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. On a eu 350 candidats à la dernière relève. C'est-à-dire qu'on a eu 350 centres de recherche, écoles, centres de formation professionnelle, universités, qui ont dit, nous, on a besoin que vous nous aidiez pour doubler, tripler le nombre d'élèves dans nos classes, pour ouvrir des nouvelles classes, pour travailler sur une école de la batterie, pour travailler sur une école de l'hydrogène. Donc on appelle tout ça, et ensuite, avec le jury, on déclenche pour que dès la rentrée prochaine, il soit opérationnel. C'est pas si mal. Oui, mais tu vois, Bruno, c'est ça le truc. Et encore une fois, pardon, on est passionnés tous les deux. C'était pas ça qui était vendu. C'est-à-dire, le paradoxe immense quand même de toute cette histoire, quand tu as été nommé, donc c'était fin janvier, tu dis on va casser la logique
des fameux plans d'investissement à venir, là, les PIA. Oui. Il faut savoir quand même, sur le grand emprunt de Sarkozy, donc il y a combien de temps 12 ans. Il y a 12 ans, il reste 20 milliards qui n'étaient pas dépensés, c'est ça l'idée. Hein, Oui, 15 milliards. Ouais. C'est ahurissant, on est d'accord. Oui, mais c'est bien pour ça qu'on a changé. Et en quoi est-ce que tu brises la logique là? Parce que brise. c'est la logique que eux-mêmes décrivaient, c'est-à-dire des comités qui valident des appels à projets. C'est de l'argent public, une somme considérable qui est confiée par l'Assemblée nationale. À l'heure où l'argent est précieux, c'est normal qu'on ait à rendre des comptes de cet argent public. On n'est encore une fois pas un vici. On n'est pas là. Non, rendre des comptes, c'est un autre sujet. Je te demanderai quels sont tes KPIs et quelle est ta garantie de succès. Enfin, quels sont tes critères de succès. Mais c'est la vitesse de déploiement. Mais la vitesse de déploiement, elle est. Attends, on a engagé depuis que je suis en poste 12 milliards sur les 54. C'est pas mal déjà. Mais pourquoi est-ce que je lis toi-même 10 ans, le rythme c'est 5 milliards par an? Non. Alors, il y a une nuance entre les engagements et les décaissements. D'accord. Alors, ça, c'est la comptabilité publique. Ok. L'engagement, c'est ce qu'on dit. On dit, on va vous confier 10, 15, 20 milliards. Ça peut être sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que les projets prennent quand même une maturité. On est d'accord. Oui, il n'y a pas besoin de décaisser le... D'accord. 12 sur les 54 qui ont été engagés, dont des monstres. Hein. En 6-8 mois, là? Oui, depuis que je suis en poste, et dont des monstres. Par exemple, quand on met 2,1 milliards sur l'hydrogène sur 10 boîtes, c'est un gros monstre. Hein. Personne n'a mis autant dans l'hydrogène, en tous les VC confondus, en France, que France 2030. Alors là aussi, raconte-moi le processus, justement. J'ai vu ces 2 milliards sur l'hydrogène, ça m'intéresse. Là, tu te fais valider par qui, là? Alors, appel à manifestation d'intérêt sur l'hydrogène, nouvelles énergies, dans le cadre des énergies renouvelables. Ça, c'était après ta nomination? Après ma nomination, on lance cet appel. Cet appel émerge avec différents dossiers. Il y a le dossier Symbio à Saint-Fond, dans le Rhône. Il y a le dossier Foricia, sur 2 sites, dont un dans le Rhône et puis un autre dans le... Équipementier automobile, hein, Forcia, enfin l'ancien Forcia, voilà. Forvia maintenant. Donc, sur les réservoirs à hydrogène, qui sont importants. Et puis il y en a d'autres. Okay. Il y a Plasticomium, par exemple. Bon, ces gens-là ont tous présenté des dossiers. Ces dossiers sont passés par des critères de sélection, exactement ceux que je viens de décrire, avec des jurys. Attends, il y avait une trentaine de dossiers au départ. Forvia, ils ont besoin de toi. Ils lèvent de l'argent comme ils veulent, Forvia, bon Dieu. Tout le monde... Non mais attends, 50% des budgets de France 2030, 50% sont par la loi dédiés aux ETI, PME et petites structures. Par définition. Le reste va soit sur les grosses structures, qui mettent en face les montants qu'on leur apporte. D'accord. En fait, on les dérisque. Ils mettent autant d'argent. On ne finance pas 100% du risque. Donc, ça veut dire on finance en gros entre 25 et 40% du risque suivant les cas. On va dire 30 en moyenne pour être clair. C'est-à-dire qu'on a un effet de levier sur chaque euro qui est mis dans l'État. Il a un effet de levier de 4. C'est intéressant. Et ça, il faut que ce soit tamponné par ministère de l'Industrie, il faut que ce soit tamponné par Bercy, il faut que ce soit tamponné par... Parce que je lis, tu as 4 copilotes. Oui. ANR, je sais pas, Agence nationale de la recherche. Pour tous les projets de recherche. ADEME, donc tous pour les projets de transition écologique. Caisse des dépôts et consignations, BPI. Voilà. Mis à part BPI qui a fait la preuve de sa capacité à aller vite. C'est pas vrai. l'ADEME, Caisse des dépôts, ADEME. Mais ça peut aller très très vite. Ça dépend de la pression qu'on met derrière. Demande par exemple sur l'ANR. Agence nationale de la recherche. Nous avons des concours qui s'appellent iInnov, iLab, iPhD, qui sont destinés évidemment au monde de la recherche. Ils les opèrent. On a plusieurs centaines de candidats par an qui reçoivent des bourses qui vont de 200 000 balles à 2 millions en général, pour que des labos puissent continuer à faire leur recherche fondamentale, à faire vraiment des progrès dans la recherche, qui est l'initiateur de transfert de technologie vers des entreprises demain. Oui. Donc, arrêtons de dire que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai encore été à la remise des prix il y a 2 mois à peu près, où on a bien vu que ça fonctionne, ça tourne, et ça marche très bien. On vient de finir les IDEX, c'est-à-dire les financements. 30 millions d'euros par université. 30 millions d'euros par université pour aussi long qu'il faudra. C'est pas beaucoup, 30 millions. Mais c'est énorme pour des universités, pour qu'elles puissent se structurer, qu'elles puissent développer de laboratoires. Par université, 30 millions d'euros par université. Bon, on vient de finir ce programme de 12 ans, ce qui est plutôt performant. Tu dis appel à projet. Oui. Est-ce que ça, c'est pas une forme de verre dans le fruit? Appel à projet, ça veut dire que, en fait, tu t'obliges d'une certaine manière à dessiner l'avenir.
Tu es obligé de passer par des appels à projets? Non, tu non. peux pas faire des paris On fait des appels à manifestation d'intérêt. Ce qui est différent. C'est-à-dire qu'on dit... Il n'y a pas d'appel à projet proprement dit. Il y a aussi des appels à projets parce qu'il y a des besoins spécifiques. Je te donne un exemple. Si par exemple on dit, et malheureusement brûlant d'actualité, on ne dispose pas de technologie de mini-lanceurs pour l'espace suffisamment sophistiquée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il nous faut installer des constellations de façon souveraine, que les Allemands s'y sont mis, les Italiens s'y sont mis, et cette grande idée de l'Europe spatiale, elle commence à faire un peu de la compète. Ouais. Les gros lanceurs, ils sont ensemble, les petits lanceurs, c'est chacun pour soi, et Dieu pour tous. Eh bien, là-dessus, on fait un appel à projet, parce qu'on dit on a besoin de micro-lanceurs. On vient de distribuer 65 millions d'euros la semaine dernière à des petites boîtes, dont Sirius, par exemple. Et ça, c'est qui font des pas faire des batailles qui sont déjà perdues. Mais non. Parce que dans France 2030, il y avait cette idée justement qu'on allait se projeter vraiment sur le futur. Pas essayer de rattraper un retard qu'on rattrapera jamais. Je vais t'en citer. Mais pourquoi? Alors, sur les micro-lanceurs, on Vas-y. est en retard. Le quantique. Le quantique, on a 5 entreprises qui essayent de faire un calculateur quantique. Le fameux monsieur Aspect qui a eu le prix Nobel. Ouais. Eh bien, 2 entreprises sont concernées. Une qui s'appelle Pascal et une qui s'appelle Candela. Candela et Pascal ont développé, sur les théories de monsieur Aspect, 2 technologies très compliquées que j'aurais du mal à t'expliquer. Ils me l'ont expliqué, hein. Je t'assure, ils me l'ont expliqué. J'ai toujours pas compris. Ou non, mais c'est là où effectivement le comité d'experts est indispensable. Oui, mais bien sûr. Non seulement on soutient ces 2 boîtes, mais on soutient ces 3 autres petites copines qui font d'autres technologies ensemble. C'est-à-dire que là, on fait un pari en blanc, on dit on n'a aucune idée si c'est de la thermodynamique, de la photonique, du laser ou de l'électronique qui va résoudre le problème du calculateur quantique, on les aide tous. Là, on fait un vrai pari. Et c'est un pari en centaines de millions d'euros. Donc, et là, on accepte totalement, dans France 2030, c'est écrit d'ailleurs dans notre doctrine, on accepte que le risque soit absolu, c'est-à-dire qu'on puisse tout perdre. C'était un point important, ça. Ah, c'est capital. Le droit à l'échec. Oui, il y a 3 sujets sur France 2030. Il y a un, ça doit être incitatif, c'est-à-dire qu'on doit financer ce qui n'est pas finançable. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, si on n'est pas là. Voilà. 2, transformateur. C'est-à-dire que ça doit avoir un effet transformateur sur les technologies, les process ou les formations. Et 3, on assume totalement l'idée qu'on peut perdre les mises que nous mettons. C'est là où j'ai un problème avec les 2 milliards sur l'hydrogène. C'est finançable, l'hydrogène? Pas du tout. Alors, c'est vrai, t'as personne en face là. Non, mais bien sûr qu'on est en face, puisque si on met 2 milliards, je te dis, il y en a 8 ou 9 qui sortent. Mais la question, c'est que les gens considèrent que c'est encore dans des zones de risque très importantes, et que par exemple, pour quelle mobilité? C'est une vraie question aujourd'hui. Ce sont les camions, les bateaux, les trains, les voitures. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas une question de mobilité, c'est une question de décarbonation de l'industrie. C'est ça la vraie grosse. C'était la première sujet. Pour quelle mobilité? Après, décarbonation de l'industrie. Ça sous-entend de transformer des usines entières qui fonctionnent actuellement avec d'autres systèmes. Non, mais ça veut dire que c'est tous les capex. On est d'accord. Qui sont immobilisés dans ces pays-là. C'est énorme. Les gens doivent faire une croix dessus et passer à l'autre. C'est un risque énorme. D'où l'idée que l'État intervienne pour dérisquer. En grande partie, faire des démonstrateurs, montrer que ça marche, et puis progressivement aller vers... il y aura une législation à un moment donné qui permettra... Il faut leur rappeler que ça ne pourra juste plus marcher. Donc on anticipe le fait que les technologies soient opérationnelles. Non mais donc, c'est pas magique. Tu sais, moi j'ai une conviction. C'est qu'on est en métamorphose. Mais je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'on passe d'une société qui est la chenille fossile vers le papillon électrique. C'est toute ta vie en plus, ça. C'est toute ma vie. J'ai toujours pensé. Donc ça veut dire... Oui, mais ce que je sais, c'est que c'est douloureux. Une métamorphose, et on le vit dans notre quotidien. Et en même temps, il y a 2 forces contradictoires en permanence. C'est la force de résistance au changement et la force de l'utopie. Il faut trouver l'équilibre entre les 2. Et l'État, là, est un régulateur intéressant. Parce qu'il permet de dire, on peut faire des paris, comme tu dis. Moi, j'appelle pas ça des paris, mais j'appelle plus ça du dérisquage. On peut dérisquer les gens qui vont de l'audace. Donc il faut avoir de l'audace. Mais les gens, ils ont en jeu beaucoup d'argent. Les entreprises ont beaucoup d'argent de CAPEX. Et disent, non mais écoute, ça marche pour le moment. Et donc, soit on intervient par la régulation. Tu veux dire ça marche pour le moment? C'est-à-dire qu'ils te disent, viens pas me bousculer. Mais oui, ils disent, oui, c'est pas pour tout de suite. Oui, voilà, moi, c'est ça, oui, d'accord. De discussion avec des constructeurs automobiles, il y a 3 ans. Non, pardon, il y a 5 ans. Le gros constructeur automobile commence par un R. Pas le même management que celui d'aujourd'hui. Qui me disait, mais la voiture électrique, c'est pour 2050. Non, tu peux... Enfin bon, bref. Si ça commence par un R, tu peux pas dire ça de celui qui a été le premier à lancer la voiture électrique en 2008 quand personne n'en parlait. Écoute, moi, je t'assure que la discussion qu'on avait avant, c'était target 2050. Et aujourd'hui, en l'occurrence, il avait peut-être pas tort. La voiture électrique, c'est un sujet en soi. On va laisser de côté. Non, ce qui m'intéresse... on peut laisser de côté tous les sujets. Non, c'est pas ça. Mais la voiture électrique... Ah non, allons-y sur la voiture électrique. 2 millions de voitures électriques construites en France d'ici 2030...
heureusement que l'État est là pour le faire. Parce que l'État a pris des décisions. C'est-à-dire... Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Non. C'est le réglementaire, peut-être un peu irresponsable, qui t'oblige à rentrer dans une course de vitesse sur la voiture électrique. Mais sinon, tu aurais pu tranquillement faire monter en puissance la voiture électrique. Et pourquoi pas investir sur des moteurs thermiques à 1 litre au 100 L'État fait du réglementaire, mais avec France 2030, il accompagne sur les constructeurs de batteries, il accompagne sur les poses dans les différents endroits où c'est nécessaire de bornes de recharge électrique, les formations à l'électricité dans tout le pays, donc il accompagne. Donc c'est vraiment un État. Moi, je n'ai pas de rôle d'aménagement du territoire, mais je constate que le territoire s'aménage avec ces nouvelles technologies. Dans ce que tu as dit, là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, donc tu décrivais les deux forces contradictoires, l'habitude et l'utopie. Oui. Et tu ne veux pas te faire avoir par l'utopie non plus. Bien sûr que non. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le côté on fait tout en blue sky, parce qu'on a des responsabilités de centaines de milliers de personnes qui bossent, qui ont besoin de se reformer. Il y a un temps, il faut intégrer le temps là-dedans. Bien sûr que moi aussi, tu connais mon caractère, je serais plutôt du genre à dire allez, on tourne la page et on passe à autre chose. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que quand tu as plusieurs centaines de milliers de personnes qui travaillent sur le thermique aujourd'hui et qui voient qu'aujourd'hui les commandes déjà commencent à chuter, je pense à tous les sous-traitants automobiles. Oui, bien sûr. Et on les reforme. On va leur proposer des solutions. Oui, mais ça, encore une fois, ça c'est pas France 2030. T'as un ministère du Travail, t'as un ministère de l'Industrie, t'as dans les régions, t'as les OP4, enfin t'as 1000 feuilles pour faire ça. Mais bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait une espèce de côté dedans. Même en France 2030, moi j'en suis l'entraîneur. Hein. J'en suis l'entraîneur, c'est-à-dire que la France 2030, c'est tous les gens que tu viens de citer aussi. C'est-à-dire que c'est de dire, coordonnons toutes nos actions pour le faire. Si tu te retrouves avec des centaines de milliards à un moment donné, mais sans les femmes et les hommes qui sont capables de produire, notamment cette nouvelle réindustrialisation, ça ne marchera pas. Quels seront tes critères de succès? C'est quoi les KPIs on parle comme ça sur Bismart. Les KPIs de Bruno Bonnel. Nous, on les définit par rapport à l'impact qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas de retour sur investissement économique comme investi traditionnel. On aimerait mieux que ça marche, tant mieux si ça marche, mais on n'investit que 15% des 54 milliards en fonds propres. Hein. Le reste, ce sont des subventions, des avances remboursables ou des commandes publiques. Ouais. Donc on ne peut pas raisonner en retour sur investissement, sinon on serait peu performant vu la taille de tout ce qu'on fait. Par contre, c'est évidemment l'impact sur l'emploi, surtout dans des territoires particuliers. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment redéveloppé des usines, le nombre de brevets. Donc on a développé un ensemble qui sera présenté, je suis juste un peu en avance de phase, à la fin du mois de novembre, un ensemble de critères qui donnent un indice de performance, mais qui vont de combien on a réussi à reséduire d'étudiants en sciences, par exemple, ou de femmes dans les domaines de l'ingénierie, jusqu'à, effectivement, les impacts carbone qu'on a pu avoir sur des transformations. Mais ça veut dire qu'il faut que tu en aies déjà alors des KPIs. Moi, je pensais que tu allais me répondre, on verra dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. On est obligé de faire une base zéro. Moi, je pense qu'il n'est pas bon de ne pas pouvoir mesurer ce qu'on fait. Ah, mais ça, c'est clair. Ça serait pour le coup complètement déraisonnable de dire c'est pas grave, on va dépenser puis on verra bien dans 10 ans. Ça, c'est le domaine de l'utopie que j'aime pas. Moi, je pense qu'il faut montrer que progressivement, on a bien un certain nombre d'indicateurs qui bougent dans le domaine de la décarbonation, dans le domaine de l'emploi, de l'interruption. Mais alors, attends, Bruno, question iconoclaste pour un responsable politique. Est-ce que l'emploi est encore un bon critère? Non, c'est le travail qu'il est. Moi, j'en suis persuadé. Je pense que l'emploi... Parce que je voyais notre chère ministre, Madame Borne, donc sur le plan hydrogène, nous parler de je ne sais plus combien, enfin bref, des dizaines de milliers d'emplois. Mais il n'y a personne de toute façon pour... Enfin, on est en crise de recrutement absolument partout. Est-ce qu'on doit toujours avoir comme critère de base la création d'emplois? Il faut en lire une lecture des gens qui ne veulent pas se laisser être au bord de la route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'angoisse, quand on te dit tout va être électrique demain, l'angoisse, elle est chez tous les gens qui font du thermique. Quand on dit tout va être électrique demain, l'angoisse est dans tous les gens qui font du gaz ou qui font du charbon. Mais tu me parles de transformation d'emploi, pas forcément de création. Attends, j'intègre la transformation de l'emploi. Ouais. Mais derrière ça, il y a aussi le grand sujet du travail lui-même. Aujourd'hui, les gens veulent faire du télétravail, ont compris qu'ils pouvaient vivre différemment, hors des métropoles, etc. Moi, je pense, c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec toi quand tu souris, quand je dis France 2030 et les territoires, parce que je pense que on va voir revenir les villes moyennes comme des forces de travail effectives. On va les voir revivre. En tout cas, de ce que je peux en constater aujourd'hui, je découvre beaucoup de talents d'innovation dans les villes moyennes. Et des gens qui disent, finalement, je suis bien là parce que grâce au télétravail, je peux communiquer avec tout le monde. Grâce à la capacité de mobilité, je peux faire des choses. On est en train de transformer en profondeur notre pays.
Et on ne peut pas juste dire ça viendra juste de milliards. Mais non, mais Bruno, je souris pas quand tu me parles des territoires. Au contraire, non, je suis effondré. Parce que ça fait 25 ans que je suis l'actualité économique, 25 ans que j'entends ça. Ça a toujours été la même mécanique. D'une volonté, et Dieu sait que la tienne est forte, qui à un moment se délite parce qu'il faut en donner à tout le monde. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire des choix forts, parce que tous les corps de l'administration veulent avoir leur mot à dire sur ce que tu fais. Tu sais que j'ai commencé ma carrière dans les années 80 à Lyon. Années 80 à Lyon. Absolument. Eh bien, j'ai toujours dit, s'il n'y avait pas eu le TGV, j'aurais été obligé de venir à Paris. Parce que ce n'est pas Lyon d'aujourd'hui. Dans les années 80, on est d'accord. Lyon a été une ville de province brouillardeuse et sympathique. Et après, il y a eu l'évolution de cette métropole de façon remarquable. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, il y a des gens qui sont à Aurillac, qui font par exemple une boîte qui s'appelle Biome à Aurillac, qui fait de la bioproduction de produits particuliers, qui est remarquable. Est-ce que c'est pensable d'imaginer qu'ils vont rester à Aurillac? Non. Oui. Oui. Mais non. Tu vois. Mais tu crées pas un champion mondial quand tu es à Aurillac. Tu verras et tu constateras que. Parce que justement, tu n'as pas le TGV. Non, mais il lève de l'argent. Non, mais tu dis toi-même, le sujet, en fait, c'est un sujet. Je suis d'accord avec toi. C'est un sujet d'infrastructure. Aucun problème. Tu serais ministre des infrastructures, aucun problème. Mais tu l'es pas. Non, mais c'est pas un problème. Aujourd'hui, les infrastructures, elles s'appellent également la télécommunication, elles s'appellent la fibre, elles s'appellent les satellites. Et aujourd'hui, on a changé de monde d'infrastructures. D'où on réveille des territoires qui étaient inattendus ou endormis. Et j'en suis intimement persuadé. Je pense qu'il ne faut pas... Bon. Si tu considères effectivement que notre pays est en transformation profonde, il faut qu'on fasse comme un pack. Tu vois, il faut que tout le monde se mette, les ministres, les organisations socio-professionnelles. Moi, quand je fais mes réunions qui te paraissent un peu politiques, qui ne le sont pas parce qu'elles sont autour des préfets, donc elles sont d'abord administratives, et qu'on réunit le monde socio-économique d'un territoire en leur disant « prenez la main ». Sur les initiatives d'innovation de votre territoire, on les réveille, on les secoue et ils font partie du PAC. Et c'est ça que je veux porter comme parole quand je me balade, comme tu dis. Mais je vois beaucoup de labos. Est-ce que les députés, Bercy, etc., veulent te piquer une partie? J'ai lu qu'ils aimeraient bien te piquer une partie de tes 54 milliards. Mais c'est le jeu. Le jeu du budget, il est toujours de dire... il peut attendre un peu, il y a de l'argent là, voilà. Etc. Et tout. T'as quoi comme garantie? Qu'est-ce que tu peux nous offrir comme garantie en béton que... ils n'iront pas puiser dedans. Mais c'est simplement la loi. Ça a été voté au PLF l'année dernière. C'est inscrit dans la loi. Il n'y a pas de crainte pour l'argent qui a été réservé pour ça. Je pense par contre qu'il y a une distinction. Un gouvernement, une France, ça doit s'occuper à la fois de la France de près et de la France d'après. Mon job, c'est la France d'après. Évidemment qu'il y a plein de sujets à régler en instantané par le budget. Bien sûr, mais ça, c'est pas l'affaire des 54 milliards. C'est pas moi. Voilà, exactement. Et tu le diras si à un moment il commence à pomper dedans et qu'on s'en rend pas compte? Mais je le dis tous les jours parce que tous les jours il y a des essais sympathiques. C'est des choses qui sont pas de chez nous. Et il ne faut pas croire que tout est rose dans la gestion du secrétaire général. Il y a des moments où on a des discussions. C'est pour ça qu'on reporte à la première ministre et c'est pour ça qu'on travaille en interministériel. C'est justement pour avoir la puissance de discuter avec eux. À la fin, c'est elle qui décide, Elisabeth Borne. Si vraiment il y a un arbitrage à prendre, c'est elle. C'est la chef du gouvernement et le secrétaire général pour l'investissement. Est un peu un ministre. Non, on n'est pas un ministère. On n'est pas un ministère. C'est une direction de l'administration centrale. Bon. Et c'est vrai que souvent on voit les ministres en France, parce qu'on voit leur visibilité politique, et on ne voit pas qu'il y a un monde absolument incroyable d'efficacité, contrairement à ce qu'on dit, qui est l'administration centrale. Et on la caricature trop souvent, à mon avis. Pour la vivre de l'intérieur, je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très engagés, très compétents, et qui, évidemment, qui participent sous l'impulsion des gouvernements, qui participent à cette transformation. C'est pas simple, mais on va y arriver. T'es heureux? Très heureux. Moi, je suis ravi. J'apprends tous les jours. On s'était vu juste après ta nomination, là. T'étais enthousiaste, hein. C'était beau, c'était formidable. Je suis toujours aussi enthousiaste que franchement, je me rends compte qu'en France, je sais pas pourquoi ce drôle de pays est une source d'innovation incroyable. Et je dis oui, mais d'innovation, oui, mais tu comprends, on aime tellement les oursons. On adore les oursons, on adore l'innovation des petits, on adore tout ça. Mais toi, tu es là pour construire des trucs énormes, on est d'accord. Et on en construit, parce qu'on a parlé de 2 milliards sur l'hydrogène, on n'a pas parlé des 4,5 milliards sur l'électronique également, pour donner des chips souverains partout. On n'a pas parlé des milliers de personnes qu'on forme sur la batterie. Non, il y a un catalogue de choses qui sont à la maille, qui font que France 2030, c'est quand même une initiative unique de ce gouvernement. Bruno Model était notre premier invité sur Bismart.
On repart avec Jean-Charles Samuelian. Salut Jean-Charles. Salut Stéphane. Entrepreneur formidable, on a déjà décrit 25 fois. On va pas recommencer. Fondateur donc d'Alan, la mutuelle santé. Et tu t'intéresses beaucoup. Alors, tu avais d'ailleurs, et je crois que c'est un des rachats les plus significatifs que tu as fait. Le seul, donc le plus significatif aussi. Mais j'avais un doute justement. Oui, effectivement, c'est le plus significatif. C'est une boîte américaine, c'est ça? Exactement. Qui s'occupe de santé mentale. De bien-être mental et de santé mentale, qui était un des leaders américains sur le sujet, qui grandissait très rapidement, avec des cofondateurs français, qu'on a rapatriés en Europe et sur lequel on construit Alan Mind, notre offre de bien-être mental et santé mentale à destination des entreprises et des individus. Alan Mind. Oui, exactement. Et là, donc, qu'est-ce que tu présentes? Un baromètre, premier baromètre du sens au travail. Raconte-moi un peu ce que tu veux faire. Exactement. En gros, on essaye de comprendre les tendances, qu'est-ce qui se passe dans le marché, comment les entreprises et les salariés sont en train de vivre les sujets de santé mentale. Des sujets, et on a beaucoup parlé ces dernières années de grandes démissions, de démissions silencieuses. Tous les RH, tous les managers se posent des questions. Tout à fait. Et on a essayé d'aller un peu plus profond et d'aller chercher de la donnée par ce baromètre avec Harris pour comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les salariés pensent. Est-ce qu'il y a un écart entre leur projection de « je recherche du sens » et leurs actions? Et on s'aperçoit qu'il y en a 44% qui se disent « j'ai envie de quitter mon travail », mais que 18% qui disent « je vais passer à l'action ». 44% des salariés français ont envie de quitter leur travail. Ont envie de quitter leur travail, ce qui est assez impressionnant. Ça l'est. 18% disent qu'ils veulent passer à l'action dans les mois qui viennent. Il y en a 59% qui se disent très stressés par la situation en ce moment, contexte économique, guerre en Ukraine, inflation, environnement, qui sont des sujets. Et c'est en progression. On avait fait un premier baromètre il y a 6 mois et il y a plus 4 points sur le stress. Donc la tendance et à l'accélération. Après, ça peut être de la variance. Oui, mais c'est à peu près normal, non, Jean-Charles? Enfin, et puis, c'est tout à fait vous normal. avez raison d'être stressé, quoi. Enfin, oui, on est tous stressés par une récession qui arrive, quoi. Exactement, c'est normal, mais c'est juste l'entreprise doit composer avec ça, que ce soit normal ou pas. Après, le manager qui doit gérer le stress de ses salariés, il faut quand même gérer cette augmentation de stress qui n'est pas directement connectée peut-être à ce qui se passe dans l'entreprise, donc qui peut être des risques de contexte et pas seulement d'entreprise. Tu as raison. Et à cela s'ajoute que par la pression économique, les managers sont de plus en plus concentrés sur la performance aussi. On leur dit, est-ce que je dois m'occuper de mes salariés ou est-ce que je dois répondre à l'appel d'offres? Et je vais tenter de sauver l'entreprise en répondant à l'appel d'offres. Donc il y a un peu cette déconnexion où il y a de plus en plus d'attentes des salariés. C'est quasiment 9 salariés sur 10 qui se disent mon entreprise doit s'occuper de mon bien-être mental, et de plus en plus d'attentes à la performance aussi dans un contexte économique difficile. Et comment on arrive à lier les deux avec des managers qui ont de moins en moins de temps. Oui, parce que c'est un effet ciseau que tu décris quand même. Oui, voilà, c'est ça. Entre la performance et le besoin de... Comment tu vas appeler ça? Réassurance, quelque chose comme ça? C'est à la fois de réassurance, il y a une vraie quête de sens. Donc c'est pour ça qu'on a nommé le baromètre là-dessus. Mais une stat qui était intéressante sur les salariés qui ont été interrogés, c'est 64% qui se sont dit « je pourrais prendre un job avec un tout petit peu moins de salaire si j'avais plus de sens dans le job ». Alors entre ce que les gens disent et le passage à l'action, surtout dans un contexte, mais c'est intéressant que ce soit plus de la majorité qui disent ça. Et ça fait un moment qu'ils le disent, Jean-Charles. Oui. Et la réalité des négociations salariales, c'est qu'elles sont ultra tendues. Elles sont ultra tendues. Et à la fois, on est quand même à un moment où, depuis la crise de 2008, alors avant la crise de 2008, on avait eu plus d'émissions, mais depuis 14 ans, on est au pic de démissions quand même. Dans un marché, ce qui est assez paradoxal, dans un marché où il y a quand même aussi de la demande d'emploi pour l'instant. Donc il y a cette tension entre j'ai peur de quitter mon job parce que contexte économique, etc. Je ne suis pas sûr d'être super bien dans mon job. J'aimerais pouvoir en parler avec mes managers. Oui, mais là encore, attends, parce que ce pic de démission, moi je tiens à le dire parce qu'il ne faut pas le surinterpréter. Ce pic de démission, il est tout à fait normal. Comme tu l'as dit d'ailleurs très justement, il renvoie à des périodes, je crois que c'est 2001 et puis 2007, où on trouve à peu près les mêmes chiffres. Bon, ben oui, période à un moment de très forte croissance. Avant, effectivement, mais ça c'est le cycle économique. Crise de recrutement absolument partout. Sollicitation absolument partout. Je suis d'accord avec toi. Il est légitime ce pic de démission. Il est légitime, mais encore une fois, il y a toutes ces questions et ces tendances et comment on les gère. Parce que même, en gros, moi j'essaye de dénormaliser de ce qui est légitime. En effet, c'est normal d'être stressé. En effet, il y a la demande à comment je gère mon entreprise, comment je prends des décisions, comment je gère le stress de mes salariés, comment j'augmente la rétention des salariés pour montrer qu'ils sont bien chez moi et qu'ils ne changent pas. Et ça, il y a un vrai job, un vrai accompagnement à faire des RH, des managers et des salariés d'ailleurs, à combattre la résilience, gérer le stress, gérer les premiers symptômes de burn-out, qui est un sujet hyper intéressant. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est comprendre ces signaux
pour pouvoir mieux les gérer. Ce que tu es en train de dire d'une certaine manière, c'est que, et je trouve ça très intéressant, donc effectivement effet ciseau. Effet ciseau, je réfléchissais en t'écoutant, il est en fait obligatoire et il va se répéter à chaque fois. C'est évidemment quand le stress monte que les managers eux-mêmes ont besoin, comme tu le dis, d'aller gagner l'appel d'offres. Et donc ce que tu dis, c'est qu'en fait l'entreprise doit accepter de déporter un petit peu ce sujet. Elle ne peut pas le faire en fait gérer par ses propres managers qui eux sont focus sur la performance. En gros, la manière dont nous on le pense, c'est que en fait, les managers sont plutôt en moyenne très mal formés à traiter ces sujets de care, de discussion avec les salariés, de parler de bien-être mental. C'était encore un énorme sujet tabou en France. C'est en train de s'améliorer, mais c'est moins de 4 salariés sur 10 qui disent « je suis prêt à en parler avec mon salarié, avec mon manager, de mon stress, que j'ai peur que ça me mette dans une situation délicate ». Donc il y a cette tension aussi de « on n'en parle pas », donc jusqu'à que ça empire, jusqu'à que ce soit catastrophique, jusqu'à que je me mette en burn-out et en absentéisme, que je rajoute plus de pression sur le reste de l'équipe qui a moins de ressources pour avoir les mêmes objectifs. Absolument. Et donc, on arrive à une sorte d'autre effet ciseau et de cercle vicieux. Et du coup, notre thèse, c'est qu'il faut donner les outils aux RH, aux managers et aux salariés pour prévenir. Et pour donner accès aux soins le plus rapidement possible quand il y en a besoin. Et c'est toute la thèse sur la création d'Alan Mind, sans faire la pub, mais c'est donner des outils aux salariés de prévention, donc avec du contenu, des masterclass, du journaling, des exercices, des programmes personnalisés selon les questions auxquelles j'ai pensé. Donc c'est vraiment accompagner les salariés. Donner du contenu aux managers, des masterclass, des workshops pour détecter les signes, pour savoir en parler. Et pareil, donner de la data au RH et des outils. Et ça, il faut que les managers soient capables de dédier un peu de temps, parce que je ne pense pas qu'on puisse complètement le sous-traiter. À la fin, c'est le rôle du manager de faire du care, mais il faut essayer de le rendre efficace. Et il faut déjà qu'ils prennent conscience du truc, quoi. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, qu'on fait... Moi, je l'avoue, alors maintenant, sans doute, les choses évoluent, mais c'est vrai que tu m'aurais parlé il y a 2-3 ans. Et c'est normal. Tu ne veux pas entendre parler de ça, quoi, en fait. Honnêtement, en parler, c'est un peu anxiogène. Exactement. L'être humain... Et puis, il y a un côté... c'est pas et c'est là où ton discours est passionnant. C'est pas un sujet de l'entreprise. Écoute, démerde-toi avec ton stress, gère-le, arrange-toi, va voir du monde, mais c'est pas un sujet de l'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment la théorie de si je parle pas d'un problème, j'ai l'espérance qui va disparaître, ce qui arrive, je pense, une fois sur 100. Je comprends. Et à la fin, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un même qui est pas bien à la maison, sera moins performant au travail, arrivera pas à être à 100% sur sa tâche, etc. Et donc, c'est le rôle de l'entreprise de donner les outils, en tout cas, pour que ça marche bien. Et encore une fois. Et y compris pour gérer sa vie de famille, alors ? Je pense que l'entreprise ne doit pas se substituer, mais honnêtement, s'il y a un problème, si on s'engueule avec sa femme ou avec son conjoint la veille, le lendemain, on va pas très bien. Mais quand tu dis donner des outils, alors l'entreprise peut, grâce à ton système d'outils, peut en fait proposer des outils aux collaborateurs pour qu'ils puissent essayer de régler le truc, quoi. C'est notre thèse. C'est ta thèse, ouais. C'est intéressant. Et on pense qu'elle est importante parce que tout est intégré. Et les changements du monde du travail post-Covid, avec l'accélération en plus du télétravail, une sorte de fusion entre la sphère privée et la sphère du travail, où les limites sont de plus en plus faibles, ça a encore accéléré cette tendance. On demande à être plus flexible, on va pouvoir s'arrêter pour s'occuper de ses enfants, il faut peut-être reprendre après. Jean-Charles, il y a les grandes et les petites entreprises. Ouais. C'est pas pareil quand même. Et on va dire, en gros, ce qu'on dit assez peu d'ailleurs, ça permet de le rappeler, l'emploi salarié marchand, il est moitié-moitié. Voilà, il est à peu près à moitié dans les grandes entreprises de ETI où effectivement, on peut réfléchir à ce que tu viens de décrire. L'autre moitié, c'est TPE, PME. Est-ce que tu penses qu'ils ont le temps de réfléchir, là, les gars ? En gros, encore une fois, c'est plein d'hypothèses que nous on prend, mais qui se vérifient. C'est que la technologie est la première fois où on peut donner un outil à l'échelle à tout le monde. Et c'était un peu la même chose avec Alan sur l'assurance. Grâce à la technologie, on faisait qu'une TPE pouvait avoir accès aux meilleurs services. C'est vrai. Et comme un grand groupe. Et même des indépendants, d'ailleurs. Et même des indépendants, c'est ça ton sujet. Et on pense que là, ça peut être la même chose. On peut donner ces outils à tout le monde grâce à la technologie parce qu'on met des thérapeutes dans la poche de tout le monde, on met du contenu, des masterclass, dont des choses assez inspirantes qui font tomber les tabous. Maintenant, je pense que c'est presque encore plus crucial dans les TPE-PME où personne ne s'en occupe, personne ne pense en avoir le temps, et où là, l'outil peut aider, ou dans les très grandes entreprises, il peut déjà avoir certaines fonctions, des outils mis en place, etc. Souvent qui ne sont pas très bien intégrés les uns avec les autres, où il n'y a pas encore d'accès, donc il y a aussi énormément à faire dans les grandes entreprises. Mais notre thèse, c'est que
il faut mettre ça dans les mains de tout le monde parce qu'encore une fois, ça va être la même chose. Peut-être que la TPE-PME se dit « je n'ai pas le temps », mais à la fin, le salarié, s'il se dit « on ne s'occupe pas bien de moi, on n'a pas le temps pour ça », est-ce que je ne serais pas mieux ailleurs? Donc en fait, il y a une question d'attractivité, de rétention des salariés, surtout sur toute la nouvelle génération. C'est une question de performance des boîtes. J'ai été passionné par cette... tu as vu ça forcément, vous avez vu ça aussi. C'est pas la polémique le sujet, mais c'est le phénomène d'abandon de poste. Alors, à la limite, phénomène important, pas important, etc. Et tout peu importe. J'ai découvert en fait ce que ça représentait, notamment dans une TPE-PME, l'histoire de l'abandon de poste, c'est-à-dire le type qui est juste pas là, qui a prévenu personne. C'est une désorganisation totale. Ça peut tuer la boîte. Hein. Zéro préavis. Ah, c'est ça, exactement. Et ça, encore une fois, je pense que les relations, le contrat de travail à une époque, on a fait un peu regarder les stats pour se baromètre, mais dans les années 90, je crois que c'était 6 personnes sur 10 qui disaient que leur travail était très très important dans leur vie. Maintenant, on est à 2 sur 10. Ah tiens, c'est pas les chiffres que j'avais. Moi, je t'écoute, hein, mais je crois que c'est ce qu'on a dans notre étude. J'ai vu des chiffres alors qui étaient moins récents que les tiens, mais enfin quand même qui ont quelques mois à peine. Institut Elab, où le travail et l'entreprise avaient toujours quand même une place centrale. Alors ça dépend comment tu as posé la question, mais nous, en tout cas, c'est pas moi qui suis allé questionner les gens, mais de ce que j'en ai compris, c'est que tout le monde, le fait que ça reste important, reste très haut, le fait que ça soit primordial dans la vie s'effondre. D'accord. Tu vois, il y a ce gap, c'était au premier rang et maintenant ça passe dans un spectre de... Je comprends la différence. Et donc il y a ça. Donc le contrat de travail avant qui était, je pense, un peu différent, il y avait une nécessité de travail qui existe toujours mais qui est perçue un peu différemment. Oui, et puis il y avait cette idée de faire carrière dans l'entreprise, sur le long terme, c'est important de construire. Bien sûr. Ça existe de moins en moins, la nouvelle génération la recherche de moins en moins. Et donc si le salarié se dit on ne se préoccupe pas de moi, je suis un pion dans une machine énorme ou dans une TPE, mais on est juste là pour ma production et ma productivité, la personne va avoir un peu de mal à se dire je vais me projeter sur le long temps et je vais me donner. Et du coup, notre thèse, c'est que sur cet abandon de poste, la seule manière, c'est d'investir plus chez les gens. Et alors, ça peut être plus frustrant si on investit plus et les gens abandonnent quand même. Oui. Il y aura ce gap-là. Mais à la fin, je pense qu'il n'y a pas de solution, encore une fois. Sinon, on est dans un cercle vicieux, on investit de moins en moins, les gens partent de plus en plus. C'était vendredi. Je discutais avec le patron de Polytechnique. Il est brillant, le patron de Polytechnique, super intéressant. Et son message au chef d'entreprise, c'était exactement ça. C'était, vous allez les former et ils vont partir. Mais vous n'avez pas le choix. Ouais. Voilà. Ils veulent des responsabilités. Vous allez les former, mais ils feront plus carrière dans une entreprise, c'est fini, et il faut l'accepter, ça. Voilà. Je pense qu'il faut l'accepter. Et puis peut-être qu'ils reviendront, mais il disait pas ça, lui, mais il faut accepter de former des gens qu'on va perdre. Voilà. Oui. Après, et de s'occuper de gens qu'on va perdre. Il faut se dire, c'est de la théorie des jeux. Si tout le monde fait ça, on aura aussi des gens qui ont été formés qui arriveront plus tard. Exactement. Et après, moi, j'ai quand même aussi une vision qui est que si on investit vraiment dans les équipes, même sur les nouvelles générations, genre, les gens peuvent rester assez longtemps. Est-ce qu'ils font toute leur vie ou pas? Mais tant qu'ils trouvent... Chez Alan, oui, c'est comme ça que tu... Parce que tu as une... on s'en rend compte, une grande réflexion qui, évidemment, s'applique aussi à ton entreprise. Bien sûr, on a du churn salarié et certains, on pense qu'en effet, parfois... Je me dis, et je suis peut-être déjà devenu un vieux con, mais qu'il peut avoir un manque de résilience au premier problème, au premier accroc, et il va avoir un changement. Mais je vois aussi des cohortes de gens juniors qui sont là depuis plusieurs années, qui grandissent, mais juste c'est parce qu'ils trouvent ils trouvent du sens dans la boîte, ils trouvent des opportunités de développement, d'apprendre des nouvelles choses, de tester des nouveaux rôles, et quand c'est ça, ils restent très longtemps. Bon, Jean-Charles, moins de 4 sur 10 sont prêts à parler de problèmes de stress, de problèmes de troubles mentaux. Même moi, j'ai du mal à prononcer le truc, tu vois. C'est en ça où c'était vraiment... ça veut dire que quand même, il y en a 3,8 qui sont prêts à le faire, donc écoutez-les, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, et qui ont envie. Et c'est 4 sur 10 qui sont prêts, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a 9 sur 10 qui disent qu'ils aimeraient pouvoir le faire. Mais donc, il faut réduire ce gap. 4 sur 10, moi, en fait, ça me surprend. J'aurais jamais pensé qu'il y en avait autant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est déjà... et c'est en augmentation depuis 3 ans. Merci Jean-Charles. Merci Stéphane. Jean-Charles Samuelian, le patron fondateur d'Alan, notre invité sur Bismart. Et on termine avec Thibaut Jarousse. Salut Thibaut. Bonjour Stéphane. Fondateur de Divine. Alors je le disais en sommaire, tiens, il y avait et puis j'ai oublié, je disais que il y avait le secrétaire général à l'investissement, donc Bruno Bonnel, qui était avec nous. Et pour moi, c'était un
très bon exemple, Divine, enfin ce que tu es en train de faire. Tu l'appelles Divine ou Divine d'ailleurs? Divine, hein, encore plutôt. Hein. Divine, et même au début, c'était divin, mais les Anglais ne comprenaient pas, fallait traduire tout ça. Divine. Très bon exemple de ce que c'est quand même très très compliqué d'écrire l'avenir. Et je le disais en sommaire, quand je t'ai vu débarquer avec ta machine, on va en voir la photo de ta machine. Donc tiens, donne-moi un de tes petits... formidable. Voilà, et donc on met ce... lors de l'apéro. Hein. non. On met ça donc dans la Divine, dont on va voir la photo, et il sort aéré et à la température idéale pour le consommer. Tout à fait, parfaitement. Voilà. Quand je t'ai vu débarquer avec ça, j'ai dit, mais le challenge est impossible à relever. Et quoi, 10 ans après? 10 ans après, ouais, c'est ça. Et puis en plus, en France, il y a un poids des traditions. Hein, c'est-à-dire que... Non, mais tu crées un objet industriel. Ouais, alors... C'est ça qui est le plus difficile, hein, on est d'accord, Thibaut. Hein. Et avec un nouveau format. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte du step d'accepter pour les gens que le vin soit en format flacon. Il y a des vignerons, au début, je pensais qu'ils allaient sortir le fusil de chasse en disant... Moi, vivant, il n'y aura jamais autre chose qu'un bouchon en liège sur une bouteille de vin. Et comment tu les as convaincus? Alors, déjà, je suis allé voir ceux qui m'écoutaient. Donc j'ai commencé par le commencement. Très bonne réponse. Et nous, en fait, on a un modèle économique un peu comme la fourchette. C'est-à-dire qu'il y a la poule et il y a l'œuf. Et donc, en fait, c'est parce qu'on a des grands clients que les grands châteaux nous disent oui. Et c'est parce qu'on a les grands châteaux que les grands clients disent oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les deux échelles l'une à côté de l'autre, les grands vins et les grands clients. Et puis, on a monté barreau par barreau. Alors, on a commencé par des vins qui étaient bien, mais pas ultra connus. Et puis, on a fait des hôtels sympas, mais qui n'étaient pas emblématiques, jusqu'à arriver à des grands comptes comme Hyatt, le Martinez, comme... Parce que, en même temps, non, moi je reste sur le défi industriel, parce que j'ai vu justement des projets d'entrepreneurs qui passaient par... Il a fallu que tu ailles convaincre quand même des industriels de t'aider à construire, à assembler cette machine. En fait, ce qui nous a sauvés, c'est le Made in France. Et vraiment, des fois, les gens disent c'est bien de parler du Made in France. Nous, il y a 130 composants dans une Divine, 130 pièces, 65 qui sont designés à façon. Donc, on a conçu spécifiquement pour le modèle thermique et toute la partie mécanique des fluides pour aérer le vin. Et je vous promets que sur un produit aussi complexe que ça, si on ne va pas serrer la main de la patronne ou du patron qui est à 15 km de chez vous, qui fait de la fonderie, de l'électronique ou de l'assemblage... Exactement. Ils ne vous parlent même pas, ils ne vous reçoivent pas. Exactement. Et à un moment donné, il faut ce truc-là en disant, attendez, nous, on va retourner la table dans le domaine du vin. Moi, je suis persuadé, c'est impossible que 99% de l'offre soit en bouteille et que 75% de la consommation soit au verre. On va retourner la table, je vous montre le business plan et vous allez m'aider. Et heureusement qu'on les a vus, parce qu'à distance, ça n'a jamais marché. Mais ça veut dire que ces gars, il faut qu'ils s'engagent sur des volumes aussi à un moment. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont investi avec toi parce que, comme tu dis, pour designer tes pièces à façon, enfin, il faut partir d'une page blanche pour les industriels aussi. Alors, c'est la première grosse erreur. J'ai fait beaucoup d'erreurs en tant qu'entrepreneur. Vas-y. J'ai beaucoup appris. En fait, je venais de l'industrie, mais d'industrie à grande échelle. Et on a voulu concevoir un produit à grande échelle. Grosse bêtise, parce que du coup, ce n'est pas du tout les mêmes technologies. On est allé voir des grands noms de l'électroménager. Et en fait, quand vous avez des équipes d'ingénierie qui sont câblées pour faire 1 million d'unités pour voir ce que ça donne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, parce que les chiffres, t'en as combien? T'en as 1200 là, des machines qui tournent? T'en as combien des machines qui tournent? 3500. 3500 machines. Ah oui, c'est ça, et 1200 clients. Tout à fait, 1200 clients. Et en fait, on s'est rendu compte de ce truc-là, c'est que nos premiers protos, en prix de revient, ils coûtaient 6 000 € si on en faisait 500. Pour des machines qu'on avait prévendues en crowdfunding à 250 €. Donc on était mort. C'était fini. Et donc, on est ingénieur de formation avec mon associé Louis, et donc
On s'est dit, attends, mais c'est pas possible, on va reprendre l'ingénierie de A à Z avec des partenaires qui sont habitués à travailler sur des petites séries. Et c'est une des grosses erreurs, des fois, il y a ce truc-là en France de se dire, il faut tout de suite taper sur les grands partenaires emblématiques. Oui, parce que c'est de l'industrie, ça se comprend en même temps. Ouais, ça se comprend, mais on a un tissu de PME en France, industriel, qui est hyper dense. C'est pas le grand nom, mais c'est ces gens-là qui nous ont permis de décoller parce qu'ils savaient ce que c'était que de faire des séries de 500 pièces. C'est Seb que tu as été voir, non? Forcément. Bon. Forcément, tu as été les voir à un moment ou à un autre. Il y en a d'autres, mais c'est des gens avec qui on travaillera peut-être un jour. Oui, voilà, c'est ça. À grande échelle. À grande échelle. Mais c'est la première heure qu'on ait faite industrielle, c'est ça. Bon, après, le vrai gros pivot, parce que je me souviens bien quand on se parle, et justement, tu dis on les a prévendus à 250 €. Ton idée, il est plus vers les particuliers que vers le secteur HCR. On est d'accord, Thibaut, au départ? Exactement, tout à fait. Au départ, on voulait être la grande marque. La logique Nespresso du vin, tu me racontais, hein, c'est ça, hein? C'est ça, avec ce fameux acteur. On s'est dit, mais attends, on va en mettre partout. Et donc, on a fait les premières démos, c'était incroyable. Et vraiment, le déclic, c'est de se dire, attends, sur une bouteille, il y a 45 €. En valeur perçue, il y a 30 € qui sont liés au dernier mètre ou au dernier kilomètre. On s'est dit, notre technologie qui est capable de rendre le vin 3 fois meilleur, parce que c'est ça, 3 fois meilleur en valeur perçue, les particuliers, ils vont se les arracher. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que la promesse est tellement haute que les gens ont besoin de tester. Ouais. Et donc, on en a vendu, dès que les gens testaient, on faisait tester le vin avant, après. Mais monter une boîte en échelle avec le modèle de Thermomix ou de Tupperware, c'est un truc, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, on s'est aperçu au bout de 2 ans que nos bons clients, ce n'étaient pas des particuliers, c'était des pros, des hôtels et des restaurants. Alors là, on s'est dit, bonne nouvelle, ça y est, on a trouvé le bon product market fit. Mauvaise nouvelle, on a développé une machine pour les particuliers qui n'est pas assez rapide, pas assez fiable pour des pros. Donc rebelote. Rebureau d'études. Voilà, plusieurs millions d'euros, plusieurs années. Et en 2021, on fait le pivot en 2018-2019. Là, on se dit, c'est génial, les hôtels, les restaurants. On recrute une équipe de commercial pour pousser des portes. Début 2020, on est au taquet, on est prêt. Et là, il y a le Covid. Et donc... Ah oui, en plus. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est la vie. Donc, on a développé une autre... Mais ça veut dire quand même que, et c'est bien ça le sujet, comme tu dis, le market fit, c'est quand même le plus important. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, voilà, exactement. Qui paye les factures, qui est capable de payer vos salaires à la fin du mois. En leur garantissant, j'ai vu ça, tu leur garantis 30% de hausse de leur chiffre d'affaires sur, j'imagine, la catégorie vin spiritueux, grâce à ta machine. Tout à fait. Il faut avoir en tête que c'est une industrie en moyenne dans un restaurant, quand vous faites 2,5 points de résultat net, quand vous avez une table de 2 le midi sur un déj d'affaires qui laisse... 2,50 € de résultat net pour une ardoise de 100 €. Si vous permettez à ces gens-là de boire un verre de Châteauneuf-du-Pape avec 4 € de marge additionnelle, c'est comme s'il y avait 8 personnes qui étaient venues déjeuner. On est d'accord. Au lieu de 2. On est d'accord. C'est dingue. Parce que c'est la grande force de ce truc-là. Et pourquoi est-ce que des fois, il y a du vin au verre et puis des fois, il n'y a pas de vin au verre? C'est qu'ouvrir une bouteille d'un grand cru, il faut être sûr qu'elle va être terminée. Enfin, tu peux pas... Enfin, c'est très compliqué, quoi. Voilà. Alors, ensuite, vas-y, Thibaut. Il faut être sûr qu'elle soit terminée. Mais le vrai sujet, nous, ce qu'on a résolu avec notre technologie, on a transformé n'importe quel serveur en bon vendeur de vin, en serveur qui a plus peur de faire une bêtise. Alors le deuxième sujet, qui est un sujet de data, on collecte avec bien sûr le consentement de nos clients la donnée en temps réel pour leur permettre de se benchmarker avec les confrères et de mettre le bon vin au bon prix, au bon endroit. En fait, le problème, c'est ça, ça vous est arrivé plein de fois, je pense, au restaurant. Tu vas au restaurant, Stéphane, tu ouvres la carte des vins et tu dis waouh, c'est compliqué, ou il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas de vin qui te dit c'est extraordinaire. Alors, bien sûr, il y a plein de fois où ça arrive, mais en fait, le vrai sujet, c'est d'avoir le bon vin au bon prix, au bon endroit. Et puis, tu l'as connecté, ta machine, c'est ça. Et ça, alors, c'est un truc que j'adore, qui monte en puissance dans ce qu'on appelle maintenant la wine tech. C'est permettre aux vignerons de raconter leurs histoires. Ouais, tout à fait. Alors le contenu, quand un vin est bien présenté, bien raconté, les gens, déjà, ils passent un meilleur moment. La capacité à payer le verre de vin augmente de 15 à 20%. C'est dingue, hein?
Et vous êtes capable de gérer le stock, c'est-à-dire que c'est ce qui pèse le plus lourd au bilan dans les bilans des restaurateurs. Hein. La cave à vin, ça peut peser 10 000 euros, 20 000 Bien euros. sûr. Et donc, on permet de gérer aussi une partie des ruptures. On est en train de développer la gestion du stock en temps réel. Et puis, ce que je vous disais, avoir le bon vin au bon prix, au bon endroit. Oui, mais tu m'as pas répondu, parce que ta machine, enfin en tout cas certains de ces modèles ou le tout dernier modèle, Elle est connectée. il y a un petit écran. Ouais. Et on peut voir en vidéo le travail des vignerons dont on est en train de boire le vin, c'est ça, Tout à Thibaut? fait, ouais. Voilà. Ouais, mais c'est hyper important. Wow, j'adore ça. Et tu sais ce que tu as dans ton verre. Voilà, oui. La traçabilité. Et donc, le combat qu'on a, on est vraiment en train de miser sur des domaines qui permettent aussi d'améliorer notre bilan carbone. Bon, après, On est au bout là, mais il y a des grands hôtels qui l'ont mise dans la chambre, carrément la cuisine, ou- oui, alors par exemple au ça, Martinez ou dans certains hôtels qu'on équipe. Ça, Et au lieu de présenter une executive suite, vous vendez une wine lover suite à 40 € de plus par nuit, mais voilà, vous avez le Tour de France devant vin. Le vin, 20 secondes, la wine tech, ça veut dire le vin c'est merveilleux, mais il n'y a aucune raison qu'il reste à côté de la technologie. Attendez, les vins et spiritueux, c'est 15,5 milliards d'euros de balance commerciale. L'aéronautique, c'est 20. Et alors, la wine tech, attendez, il y a 27 licornes en France, Stéphane, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas à un moment donné une licorne dans la wine tech. Thibaut Jarousse, c'était donc avec nous pour terminer cette émission de Bismart. On se retrouve demain. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.